Nous sommes le mercredi 19 février 2025. À toutes et à tous, merci d'être avec nous dans cette émission Grande Tribune. Alors, voici les questions d'actualité. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a tenu une réunion de sécurité avec le gouverneur et les FARDC, la police de Kinshasa. La situation est calme donc dans la capitale, d'après Daniel Bumba, au sortir donc de cette audience. D'après les derniers rapports présentés par le ministère de la Santé, le nombre de morts va dépasser les 8000 décès. Goma a été transformé en cimetière, rapporte le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Au cours d'une matinée politique organisée le mardi 18 février, le secrétaire général de l'UDPS a accusé l'ancien président Joseph Kabila d'avoir trahi le pays en signant des accords qui octroyaient au Rwanda 60 millions de dollars à la fin de chaque année. Félix Tshisekedi ne démissionnera jamais. Si c'est ce qu'on exige, alors on nous enterrera tous avant que Félix ne démissionne, a déclaré Augustin Kabouya. Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, présidé par l'Allemagne, exprime sa plus vive préoccupation en ce qui concerne la situation dans l'est de la RDC. Il souligne par ailleurs qu'il ne saurait y avoir de solution militaire dans ce conflit. L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Suède ont pris part donc à cette réunion. Les affrontements sont signalés autour de la cité d'Ouvira. Une dizaine de morts sont également signalés. La ville est plongée dans la psychose d'après Actualité CD. Après l'Ouganda, le Burundi, le RSA, République sud-africaine, et la SADC, Félix Tshisekedi demande à son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby, une aide militaire sous toutes ses formes. Didier Mazenga, envoyé spécial du président congolais, Félix Tshisekedi, donc s'est rendu au Tchad le 18 février 2025. Mesdames et messieurs, face à l'escalade de la violence, quelle peut être la stratégie pour d'abord la République démocratique et les autorités congolaises qui sont poussées vers la table des négociations? Les avis sont partagés. Quelle solution militaire en ce moment? Quelle proposition? Comment s'en sortir d'affaires, se tirer d'affaire? Trois invités sur le plateau pour discuter. Je commence par l'ordre d'arrivée. Monsieur Henri Chibalanga, analyste des questions d'actualité, journaliste également. Monsieur Henri, bonjour et merci de prendre part à cette émission. Merci beaucoup, Dan, pour cette circonstance. Nous sommes dans un moment de plus en plus particulier au regard de notre nation et je salue en même temps Ghana ainsi que notre pays-là. Je pense qu'on est là pour répondre à toutes les questions soulevées. Je pense que ça pourra contribuer toujours à rechercher des solutions étant donné qu'on a maintenant deux choses. On a en interne une volonté de ne pas, disons une position de ne pas négocier. Mais l'extérieur dans son ensemble, le langage, c'est que quand déjà il est dit qu'il n'y a pas de solution militaire, ça voudrait dire que pour l'extérieur, c'est les négociations. Et on peut aussi comprendre cette position à travers le communiqué de la réunion jumelée SADC et EAC. Je n'ai pas vu, à moins que j'ai peut-être mal vu ou mal entendu, l'option militaire être en exergue, plutôt que des négociations tacitement, implicitement, négociations avec les M23 et ainsi de suite. Donc, je pense qu'on pourra suffisamment essayer d'en parler et voir finalement quelle sera l'option la plus plausible pour la RDC. Parce qu'après tout, c'est la RDC qui est mise à mal, qui est endeuillée. Près de 8000 morts autour de Goma aujourd'hui. Monsieur Magardiana, journaliste et analyste des questions d'actualité, bonjour également. Bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Merci Dan pour l'invitation. Bonjour à ceux qui nous suivent, à Henri Chibalanga et à Maître Pinda.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Mike Gardidiana. Maître Pinda, Richard Pinda, bonjour. Bonjour, merci de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger sur cette question qui nous préoccupe tous au plus haut point. Je voudrais rassurer mon compatriote Henri, lorsqu'il dit les positions sont telles qu'il faut aller négocier. La République démocratique du Congo n'a jamais refusé de négocier. Et voilà pourquoi il y a deux cadres par lesquels nous pouvons procéder à ces négociations-là. Nous avons d'une part Nairobi et d'une autre part Luanda. Et donc je pense que cette question à laquelle la communauté internationale veut nous pousser, la solution elle est déjà là. C'est-à-dire que Kagame n'a qu'à retrouver le président Tshisekedi là où il a laissé, parce que c'est lui qui s'est absenté, et que aussi le M23 n'ont qu'à retourner là où ils ont laissé les autres groupes armés. Et donc je pense que l'option républicaine est déjà levée. C'est-à-dire que des négociations directes avec les M23 ne nous auraient pas servi, tout simplement parce que nous allons perpétrer la coutume, les habitudes qu'a acquis Paul Kagame, c'est-à-dire de se préserver un couloir économique, militaire et politique. Et donc je pense qu'à un certain niveau, nous en tant que citoyens congolais, nous en tant que peuple congolais, nous devons aussi nous assumer pour faire en sorte que les choses évoluent d'une certaine manière. Les choses évoluent d'une certaine manière. Alors, mesdames et messieurs, on va poser finalement la question principale de cette émission. Face à l'escalade de la violence, quelle option pour le gouvernement congolais aujourd'hui? Quelle est l'option que devrait prendre le gouvernement congolais actuellement? Le gouvernement ne veut pas négocier directement avec l'AFC M23, comme venait de le rappeler Maître Pinda. Alors, face à l'escalade de ce conflit, de cette guerre, quelle est l'option que devrait prendre le gouvernement congolais, M. Pinda? Je pense que, premièrement, l'option devrait être celle de se défendre. Parce que nous sommes attaqués militairement et que la République démocratique du Congo, à travers son ministère de la Défense, d'où émanent nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont pour mission, entre autres, la défense du territoire national, sinon de l'intégrité du territoire national. Je pense que le principe, c'est cela qui serait la première solution. Maintenant, si nous en sommes là, où on commence à hésiter, on refuse de négocier, évidemment, il y a une certaine raison. Comme Maître Pinda l'a dit, c'est connu de tous, c'est là la crainte de pérenniser finalement cette habitude-là. Donc on ne saura pas évoluer tant qu'on n'aura qu'à revenir et subir les mêmes conséquences du fait de même type de négociation. On nous attaque et pour en finir, venez intégrer les institutions, nos forces de sécurité ainsi que de défense. Et les conséquences seraient que finalement nous n'aurons jamais une armée homogène, une armée républicaine. On va encore reprendre cette histoire-là. Nous sommes infiltrés. On ne sait pas évoluer. C'est là le danger des négociations telles que ça se voudrait par les M23 ainsi que ses alliés de l'AFC. Mais néanmoins, je pense que là où ça deviendra encore compliqué, c'est-à-dire quand vous allez dans une négociation, on n'est pas seul, on a en face une autre partie. Et si cette partie-là semble être bénéficiant d'une certaine ascendance, eh bien, les négociations ne seront pas équilibrées. Ça voudrait dire, aujourd'hui, l'ennemi occupe déjà deux chefs-lieux de deux provinces. Ça voudrait dire que ces négociations-là, nous y allons déjà ayant perdu un espace du territoire national.
Et là, nous avons l'obligation de, coûte que coûte, à n'importe quel prix, les récupérer. Sinon, on doit tout faire alors, récupérer le tout par la réplique militaire. Le gouvernement a demandé, a posé comme condition de négociation, d'abord, que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. Au regard de la situation actuellement, l'évolution de cette situation, ça fait plus de 2 ans qu'il y a eu reprise des combats par l'armée rwandaise. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire, est-ce que vous pensez qu'on a des chances d'obtenir le départ de l'armée rwandaise? Si oui, à quelles conditions? Non, l'armée rwandaise, à ce niveau ici, je ne pense pas que ça soit facile d'obtenir leur départ s'il n'y a pas de contraintes. Mais pourquoi, parce que leur entreprise criminelle est en train d'évoluer sur le terrain. C'est ce qui est inquiétant. Ne peut se rétracter qu'au cas où il y a une contrainte sérieuse. Parce qu'il faut voir la nature de l'ennemi qui est en face de nous, Dan. Ça fait 30 ans que le même ennemi fonctionne, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies pour atteindre les mêmes objectifs. Mais c'est aussi la faute à nous, Congolais, en tant que nation. Depuis lors, nous n'avions jamais eu à étudier ce que l'ennemi. Or, même dans des domaines aussi classiques, une équipe en face d'une autre équipe de football, je pense que le mieux, c'est d'étudier aussi les faiblesses et les puissances de l'équipe adverse pour essayer de contrer ou d'appliquer un jeu. Mais nous, 30 ans, on n'a jamais maîtrisé l'ennemi, qui pourtant ne fonctionne que de la même façon. Et maintenant, on va aller à des négociations dans une position qui n'est pas celle de force. D'où il y a risque de subir que de faire valoir. Face à l'escalade de la violence, quelle option prendre? Est-ce que le gouvernement devrait-il rester dans sa position initiale, celle de ne pas négocier directement avec la FCM 23, ou encore de revoir un peu cette position? Je pense pas que nous ayons tous les indicateurs nécessaires pour pouvoir évaluer l'option à prendre. Je crois que la logique de fait, c'est-à-dire dans l'historicité de cette guerre, je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur certains éléments évoqués ici, mais on a toujours négocié. On a toujours négocié. Je rappelle ici que depuis la nuit de temps, la plupart des accords signés avec ces mouvements rebelles, aucun accord n'a tenu ne serait-ce que le temps d'un mandat. La conclusion, c'est que puisqu'on a déjà négocié dans le passé, la conclusion, c'est que les mêmes causes ont produit les mêmes effets, il n'y aura pas de solution. Enfin, puisque vous voulez que je conclue, concluez à ma place. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Je vous faisais savoir que depuis la nuit des temps, on a signé des accords dans la plupart des cas, mais aucun de ces accords n'ont tenu ne serait-ce que le temps d'un mandat. La plupart des accords ont une durée une longévité de 2-3 ans. La preuve, le dernier accord de 2009, je crois qu'en 2012, déjà on était sous le feu, le M23 allait chercher, occuper Goma. La question c'est, qu'est-ce qui a bloqué? Ou à l'espace de 2 ans, quels sont ces éléments qui ont fait évoluer cette question-là? Je rentre dans ce qu'on disait avant, c'est parce que parfois les exigences étaient tellement exorbitantes que Kinshasa ne voulait pas forcément appliquer tout à la lettre. Aujourd'hui, moi j'ai une seule question que je me pose, je dis, bon écoutez, depuis toujours on sait que l'objectif de négocier c'est de nous maintenir à l'État. C'est-à-dire que rester cet État qui sert les intérêts des États voisins, mais aussi des multinationales, par ricochet, les États puissants qui en profitent. Moi je pense qu'aujourd'hui, l'idée de négocier, c'est justement nous ramener à la case départ. Négocier avec qui? Parce que le président déjà avait accepté de négocier avec Paul Kagame. Vous savez, moi je reste convaincu qu'aujourd'hui, le problème n'est pas la nature des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, Kinshasa se camponne sur l'idée, on ne veut pas négocier avec le M23. Mais la réalité, c'est que si ces gens veulent contourner, on peut nous trouver une autre force centrifuge avec qui on peut négocier. Mais en réalité, ça ne changera pas grand-chose si le M23 sert d'élément pour pouvoir capitaliser les espaces géographiques et l'approche militaire pour maintenir un rapport de force. Je donne un exemple. Si je pense que Dan me met à genoux, Dan occupe ma maison et que pour rentrer, il faut que je négocie, je dis, bon, je vais négocier, mais je ne négocie pas avec Dan parce que c'est Henri Chibalanga qui l'envoie. Henri peut trouver un larron qui interviendra, qui discutera, mais pour
maintenir les intérêts tels que voulu. Je ne pense pas que la question d'acteur ici soit un élément essentiel. Si tant est bien que, pour des raisons d'image, je crois que Kinshasa doit rester quand même ferme et cohérent. On a toujours négocié avec des supplétifs, qui malheureusement la question n'a pas évolué. Mais moi je pense à mon sens aujourd'hui que le dialogue tel qu'on veut aller maintenant est plus nocif que si on l'avait fait avant. Le dialogue est plus nocif que la guerre, directement. Vous savez pourquoi je n'ai pas parlé de la question de la guerre? Parce qu'il faut reconnaître une chose. Jusque-là, cette dynamique n'est pas encore de manière claire, n'est pas encore engagée clairement. Mais comment ça clairement? Puisque, selon plusieurs rapports, plusieurs informations que vous avez, l'armée rwandaise est en train de progresser. Non, mais vous parlez de l'option, ça veut dire que c'est à nous, nous qui subissons, c'est à nous de réagir. C'est à ce niveau-là que je suis. Quand vous me posez la question, l'option militaire, la question au départ préalable, c'était face à l'escalade de la violence, quelle est la solution, quelle est la posture que Kinshasa doit avoir? Le problème n'est pas ici la guerre que la Rwanda nous impose, le problème c'est dans notre réaction. Oui. C'est à cette approche-là que je suis. Donc, l'approche militaire jusque-là, en tout cas, à moins que vous m'apportez les éléments contraires, jusque-là, je crois que Kinshasa accorde encore beaucoup de chance sur les approches diplomatiques. Et moi, ça ne m'étonne pas parce que je l'ai dit des milliers de fois que dans la résolution de ces conflits, Kinshasa est resté à 99% sur les approches diplomatiques et particulièrement sous-régionales. Dans l'approche diplomatique, vous voulez faire allusion à quoi exactement? Non, mais les négociations. Le paradoxe, c'est ça. Nous, on est resté dans l'idée des négociations. On veut négocier, mais avec les acteurs directs. Mais je rappelle encore que même le Rwanda n'est pas un acteur direct de ce qui nous arrive. Le Rwanda n'a qu'une infime partie de la responsabilité. C'est pourquoi je rappelle, et même à Kinshasa, la question de la RDC ne trouvera jamais des solutions dans les dynamiques sous-régionales. La preuve, aucun dialogue ne marchera à ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que je crois que le paradigme de cette guerre a tellement évolué aujourd'hui, il faut qu'on discute avec les vrais Bwana. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive. Il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies accepte d'ouvrir un sommet spécial sur la question de la RDC et que ces acteurs qui sont plus à cacher, la Grande-Bretagne... Le Conseil de sécurité, ça ne dépend plus de nous. Ce n'est pas le Congo qui décide. C'est les Nations Unies. Et la SADC, c'est nous qui avons décidé pour organiser le sommet conjoint. Je parle du Congo. Qu'est-ce que devrait faire le Congolais? Non mais, je ne sais pas quand vous dites c'est pas nous qui décidons, j'arrive pas à comprendre c'est quoi, vers où vous voulez vous projeter. Mais je vous explique ici le problème. Ce n'est pas nous, mais c'est à nous, par notre diplomatie, de faire comprendre. Vous m'avez demandé, je vous donne un élément essentiel. Vous m'avez demandé de réfléchir. Je ne veux pas rentrer dans la logique individualiste de gens. Mais je vous dis ici que le problème de la RDC mérite d'être discuté au plus haut sommet parce que la sous-région est une mécanique où à chaque fois, le schéma, les sentiers est déjà battu, où il faut suivre ce schéma ou rien. D'accord. Je l'ai dit des dizaines de fois, je vous ai dit, même Luanda, même si... les deux chefs d'État auraient réussi à signer le dernier accord de retrait du M23, ce qui était trop beau pour être vrai. On n'aurait pas trouvé de solution. Donc pour moi, aujourd'hui on est devant un fait accompli. J'aurais bien aimé de pouvoir, cette fois-là, faire de manière succincte la ramification sur ce que moi je pense être la solution. C'est que, puisqu'on est dans un contexte, puisque ma proposition ne semble pas vous arranger... Que non, pas du tout, on ne fait que changer. Non, ne vous en faites pas, je vous taquine. Je vous taquine. J'ai dit ici qu'il faut discuter avec les vrais acteurs. La question de la RDC va être discutée sur ceux qui décident véritablement. C'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, par ricochet. La Belgique tente de vouloir modifier ses positions. Je comprends bien, mais c'est le poids de l'histoire. La Belgique est censée faire ce qu'elle fait. Mais au-delà de ça, Dan, je reste convaincu qu'aujourd'hui, il nous faut un peu de folie. La RDC est beaucoup trop dans le politiquement correct. J'aime le dire. Vous savez, même, tu sais, si même jusqu'à preuve du contraire, on nous chante souvent certaines faiblesses, c'est vrai, si vous parlez de l'armée, moi je pense que l'armée est le premier levier utilisé par les différents accords pour nous maintenir en état de faiblesse, ça c'est une certitude. Il suffit de voir le comportement de certains au niveau du commandement pour se rendre compte, mais je pense également aussi qu'on a la possibilité de pouvoir, avec un brin de folie, rééquilibrer les débats sur terrain. Merci beaucoup. Et je veux dire de manière simple, il faut que le Rwanda se retrouve dans la même situation que nous pour que cette situation-là avance. De lors qu'on continuera à regarder de loin, de lors qu'on continuera à croire qu'on peut trouver un semblant de paix pendant que le Rwanda, les gens boivent et mangent calmement, on se trompe.
C'est vrai qu'on n'aura pas résolu le 100% du problème. Commençons par éliminer la menace qu'il y a au niveau de la sous-région. Vous les envoyez pour des raisons d'intérêt. On élimine d'abord le Rwanda. Il n'est pas qualifié pour ça. Venez et discutons. Merci beaucoup. Les avis sont divergents. Alors, Monsieur Maître Mpinda, votre lecture face à l'escalade de la violence sur les terrains, face à l'impasse, on va dire, hein, l'impasse diplomatique, quelle devrait être l'option à prendre pour le gouvernement congolais? Déjà, je crois qu'il n'y ait pas impasse diplomatique. Je crois que Diana a essayé de nous faire comprendre qu'il y a une position telle que la position belge. Qui tend à évoluer, ou qui évolue. Qui évolue déjà dans le sens de la République démocratique du Congo. Je crois que la diplomatie a apporté quand même ce fruit parce que vous avez la Grande-Bretagne qui a pris des sanctions, même si c'est insuffisant, mais il faut davantage. Vous avez aussi l'Union européenne dans son ensemble qui réfléchit. Ils réfléchissent, mais moi je pars d'un constat. Cette affaire a commencé sous Mobutu. La population a accompagné en 1997 l'arrivée de l'AFDEL. Mouzé, lorsqu'il a pris les rênes, Mouzé s'est battu seul, sans la population. Et la conséquence, c'est que Mouzé est parti, mais la problématique de la déstabilisation de l'Est de la République a continué. Joseph Kabila est arrivé, a accompagné l'ennemi dans l'exécution de son plan tendant à déstabiliser la République. Vous voulez me poser comment? Là, c'est votre... C'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas les faits sont là. Ça n'engage que vous. Non. Mais vous avez peur. Dans ma question, je demandais face à l'escalade de la violence. Non, mais je suis en train d'évoluer. Lorsque vous dites que ça n'engage que moi, qui en parle, je vous pose moi la question de savoir comment sommes-nous arrivés d'être redevables au Rwanda à hauteur de 60 millions de dollars par exemple. Comment sommes-nous arrivés? Ça, c'est le secrétaire général Kabouya qui le dit. Non, mais pas de quel accord. Les accords sont là. Et d'ailleurs, comment sommes-nous arrivés à n'avoir 45% des militaires de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire 45% d'une seule communauté pour occuper la partie est de la République? Comment sommes-nous arrivés? Mais ce sont les différents accords qui ont été signés entre le CNDP, M23 et le président sortant. Et donc, voilà pourquoi je suis revenu sur ce point pour dire que Joseph Kabila a participé à côté de l'ennemi ou avec l'ennemi pour éventuellement nous maintenir dans cette situation. Aujourd'hui, Tshisekedi arrive. La question est celle de savoir si la situation a évolué. Pas du tout. Tout simplement parce que la population maintient toujours sa position. C'est-à-dire qu'avec Mouzé, nous avons beaucoup attendu de Mouzé sans l'accompagner. Joseph Kabila, nous l'avons observé parce que nous avons espéré en lui des solutions. Qu'a fait le pouvoir en place depuis qu'il est là? De concret. Merci. Merci. De solide. Vous croyez poser une question pour m'amener outre ma réflexion et pourtant, vous ne faites que confirmer ce que je dis. C'est ça la question qui tue. Le pouvoir fait ce qu'il peut plutôt, j'allais dire, par rapport à ses prérogatives en tant que tel. Mais vous et moi, que faisons-nous? Si vous dites qu'est-ce que le pouvoir a fait, je vous dirai, Tshisekedi a pris des avions. Avec quel résultat? Aujourd'hui, nous disons que la Belgique prend une position. Mais en 6 ans, vous dites que l'armée est infiltrée. Vous dites que, voilà, si on a perdu certaines positions, c'est parce que notre armée a été laissée entre les mains de 45% d'un certain généraux d'un certain coin. Mais en 6 ans, vous n'avez pas le pouvoir. Ce qui est sûr, vous n'allez pas me désorienter par rapport non, pas du tout. À il n'y a pas question de désorientation. Ma question à moi demeure. Vous et moi faisons partie de la population. Bien sûr. Que Tshisekedi, parce que j'ai eu une question qui me taraude l'esprit depuis un certain moment. Je me suis posé la question de savoir, depuis la reprise des hostilités à l'est de la République, à ce jour, pouvez-vous me donner le nom d'un membre de la famille de Tshisekedi qui a été tué?
À ma connaissance, vous n'avez même pas me posé des questions. J'allais tomber dans votre plan. La question de savoir tu es déjà qui est ses tombé. membres, il est déjà dedans. Voulez-vous me dire quel est le nom d'un membre de la famille des Nanga qui est déjà tombé, de Joseph Kabila ou de Kabouya et consorts? Aucun. Ok? Aucun. C'est-à-dire que Tshisekedi, aujourd'hui, comme on le dit, il faut qu'il démissionne. S'il démissionnait, la situation va continuer. Ce sont toujours nos familles qui vont payer le prix. Ici, je relève cet élément pour interpeller, selon que la situation de la déstabilisation à l'est de la République n'est pas que l'affaire de Tshisekedi, n'a pas non plus été que l'affaire de Louis Laurent Désiré Kabila, n'a pas non plus été seule l'affaire, parce que nous avons à un moment donné, je l'ai dit, avec Joseph Kabila, nous l'avons laissé faire, laissé agir seul, et les conséquences, c'est ce que nous payons. Ici, l'UDPS a laissé... vous parlez de quand nous l'avons laissé, vous faites allusion à qui? J'ai fait allusion à la question que vous avez posée. Lorsque vous dites, que fait le gouvernement? C'est-à-dire que nous attendons beaucoup de l'autorité, sans nous impliquer nous-mêmes. Que faisons-nous, nous, en tant que peuple? Mais qui a le levier du pouvoir? C'est le peuple ou c'est les dirigeants? Ça, c'est une très mauvaise réflexion. Parce que la situation telle qu'elle se présente. Prenez par exemple, nous avons des avions. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi n'avions-nous pas bombardé, pourquoi ne bombardons-nous pas Goma par exemple? Et nous allons reconstruire après. Pourquoi nous ne le faisons pas? Tout simplement parce que il y a une pression internationale qui vous dit ne faites pas ça. Et le président de la République est lié. Parce que lorsqu'il bombarde, même s'il y avait 3 morts, on vous dira qu'il y a eu 500 morts et quelques jours après, il va se retrouver devant la Cour pénale internationale. Il va se retrouver devant la Cour pénale internationale. Non. Kagame n'écoute pas tout ça. Ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Kagame écoute et comprend. Mais il est rassuré qu'on ne le fera rien du tout. Il a évoqué quelques-uns. Aujourd'hui, si l'UDPS... Est-ce que vous pouvez me laisser... Laissez-moi, s'il vous plaît, réfléchir. Il est convaincu de l'appui qu'il soutient de part et d'autre, entre autres des États-Unis d'Amérique, entre autres de la France, Allemagne et consorts. Mais quelle est l'attitude que nous avons? Parce que sauver cette situation, nous avons une expérience. C'est-à-dire, lorsque nous avons laissé Mouzé seul agir, la conséquence, c'est que il a été abattu. Et on a trouvé quelqu'un qui avait un répondant favorable aux attentes de ceux qui voulaient maintenir le Congo dans cet état. C'est-à-dire que si nous continuons encore et que nous n'avons pas tiré des leçons du passé, c'est-à-dire que demain, nous allons nous retrouver sans Tshisekedi avec un autre... Les mêmes problèmes. On parle aujourd'hui de 8000 morts à Goma. Quand viendrait-il lorsque... M23 ou si M23 arrivait sur Kinshasa? Combien de morts on en connaîtra? Une ville aussi peuplée. Prions que ça n'arrive pas à Kinshasa. Non. Je connais je dirais un adage parce que ce n'est même pas dans la parole de Dieu. Il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. La question revient. Que faisons-nous en tant que tel? En tant que peuple. En tant que peuple. Merci beaucoup, Maître. Laissez-moi, je peux répondre à cette question-là. C'est une bonne question. Bon, vous allez répondre au deuxième tour de table. Alors, monsieur Henri Tchimelanda, je reviens vers vous. Face à ce problème, on a suivi le secrétaire général du parti présidentiel, du DPS, et même le président Tshisekedi, Maître Mpinda qui est du parti présidentiel également. Ils ne sont pas à la base, ils ne sont pas la cause des malheurs qui frappent aujourd'hui le Congo. Il y a eu des décisions qui ont été prises dans le passé par le prédécesseur, notamment Joseph Kabila, qui a signé des accords. Joseph Kabila, qui lui-même est dans cette aventure, avec René Nanga, qui est derrière cette aventure. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS n'a-t-elle pas raison de se dédouaner de ce problème qui frappe le Congo comme étant un héritage laissé par les prédécesseurs? Dan, je ne pense pas que ça soit une bonne façon de dire ou une bonne posture pour... Quand vous prenez le pouvoir, c'est pour venir résoudre les problèmes lesquels vous êtes censé déjà avoir connaissance. Parce que l'UDPS s'est battu pendant 37 ans cherchant ce pouvoir, promettant fermement au peuple congolais que dès que nous on sera là, nous allons terminer tous ces problèmes. C'est connu. Alors ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à se justifier.
justifier cette incapacité à résoudre ces problèmes. Sinon, on va continuer à retourner en arrière. Mobutu prend le pouvoir le 24 novembre 1965. Et le 7 juillet 1967, Bukavu fut occupé par des mercenaires blancs. En tête, le Belge Jean Scram, secondé par le Français Bob Denard. Et la Belgique a reconnu cette république-là, dénommée la République des volontaires. Ce n'est pas une première. Mais Mobutu n'a pas lâché prise. Il s'est battu. En allant négocier, Mobutu ne gagnait pas la guerre par les forces armées à elles seules. Toutes les guerres, Mobutu arrivait à décrocher des interventions directes. Quelle est la responsabilité de l'UDPS ou du pouvoir actuel dans ce qui nous arrive? Mais j'en arrive pour élucider ce que sera mon propos. On a la guerre Chaba 1, Chaba 2. Mobutu trouve une intervention marocaine, c'est-à-dire il contacte les États-Unis qui demandent au Maroc d'intervenir, 1500 soldats. Et la facture, 70 millions de dollars. Les États-Unis ordonnent à l'Arabie Saoudite de payer cette facture-là. Et en contrepartie, on dit à Mobutu, vous abandonnez votre projet de l'usine de raffinerie du cuivre. C'est au bénéfice de la Belgique. Mobutu abandonne. On te laisse tranquille. C'est-à-dire, la deuxième guerre du Chaba, Mobutu a bénéficié de l'intervention du Togo, des Sénégalais, ainsi de suite. Mais nous, ici, la difficulté que nous avons, c'est quoi? Félix Tshisekedi arrive, il trouve des partenaires qui sont malheureusement dans la sous-région et des malhonnêtes. Maître Mpinda dit ici, il évoque les décisions, les mauvaises décisions prises par le prédécesseur de Félix Tshisekedi. Mais ils se sont mis à corriger plusieurs de ces décisions-là. Quelle décision? Ils arrivent, ils trouvent que Joseph Kabila avait fermé la porte de l'Union européenne ici. Il avait chassé l'ambassadeur de l'Union européenne ici à Kinshasa. Il n'était plus là. Mais ils ont rouvert. C'est-à-dire, ils ont jugé que ce n'était pas une bonne décision. On n'était plus en relation avec le Rwanda. Aujourd'hui, l'Union européenne est là. Mais je voudrais dire que se plaindre, se justifier que nous avons hérité. Mais les autres décisions que vous avez trouvées, vous avez cherché à les corriger. Donc, si vous n'arrivez pas à corriger d'autres décisions, nous sommes allés nous-mêmes à l'EAC. Vous voulez nécessairement dire que ce qui arrive aujourd'hui. Il y a responsabilité du pouvoir actuel. Oui, écoutez Dan. Comment ça, monsieur Arichimara? Bon, on retourne encore un peu. Mais je ne refuse pas. Le CNDP en 2009. Mais écoutez, on ne doit pas se dire pour certaines décisions, là on subit, mais d'autres décisions, nous on a eu la capacité de les évacuer. Qui nous a amené, qui a décidé pour que la RDC adhère à l'EAC? Moussa avait refusé. Pourquoi ne même pas se référer à l'histoire? Il avait compris que l'EAC c'est un bloc qui n'est que composé des ennemis de la RDC dans la sous-région. Il est allé vers la SADC. C'est la SADC qui avait stoppé l'avancée de cette rébellion-là. Mais l'UDPS arrive, Félix amène le pays dans l'EAC. Et tout de suite, un peu plus tard, il se rend compte que c'était une mauvaise décision. Mais les conséquences sont là. On ne sait plus se retirer de l'EAC. Parce que là, on a les Kagame et les autres. Museveni, ils sont là. Mais est-ce que ça explique vraiment la situation qu'on vit aujourd'hui? Le fait qu'on ait adhéré à l'EAC, monsieur. Mais ça explique, écoutez, on se retrouve dans un sommet conjoint, l'EAC et la SADC. Mais pourquoi il n'y a pas eu une marge libre de la part de la SADC? La SADC qui avait pris l'option militaire dès le départ. Mais souvenez-vous, quand est-ce que Ramaphosa change de position? C'est lors de la célébration, commémoration de génocide à Kigali. Il était là, et là où tous les géants du monde étaient là, les puissants. Et c'est de Kigali, à cet instant-là, que Ramaphosa déclare que non, désormais, la situation à l'est de la RDC ne sera plus réglée militairement, mais plutôt que diplomatiquement. Qu'est-ce qui a ramené Ramaphosa à adopter cette position qui n'était que celle de l'EAC? Merci beaucoup, monsieur Arichimara. Et aujourd'hui, Museveni, c'est le parrain du M23.
Mais parce que le M23 passe par où pour commencer à nous attaquer? Et puis le fils c'est par chez Museveni. Le fils de Museveni, Donc, il a des sorties médiatiques vraiment... Donc, je conclus par là, oui, à ce stade, qu'il n'est pas du tout convaincant de tout rejeter que sur les autres, que nous, on a hérité, non. Et pourtant, on a la capacité, en tant que pouvoir, de rejeter. On a vu Trump qui est en train d'annuler les décrets signés par son prédécesseur. Merci. Merci. Sinon, comment alors nous sommes arrivés même à revisiter le contrat SICOMINE? Pourquoi ne pas dire, non, comme on trouve tel que Kabila avait déjà signé là, on obéit? Merci beaucoup. Donc, soit on est capable de changer, soit on ne l'est pas. Soit on est capable, soit on ne l'est pas. Monsieur Magardien, la même question au niveau des responsabilités, parce qu'on était en train de proposer déjà, on a proposé et puis on est revenu sur les responsabilités, les causes pour nous permettre de trouver des solutions. Le pouvoir actuel est-il plutôt, le pouvoir actuel est-il responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui? Je crois qu'en tant que gouvernant, il y a une responsabilité. Ça, n'est un secret de polichinelle. À quel niveau? Mais la question, c'est à quel... Non, je ne pose pas la question à quel niveau, mais à quelle proportion. C'est vrai, on se perdrait si on veut comparer l'effet de gouvernance, par exemple, revoir le contrat chinois et autres, que des accords politiques qui lient l'État et des accords secrets. Je préfère m'atteler à la question. Connaître l'histoire pour savoir résoudre le problème. Vous savez, moi, ce qui me dérange, je vais me répéter encore ce que j'ai toujours dit. Pour moi, le dialogue est un instrument de gouvernance pour un État comme la RDC, surtout pour la sous-région. Mais ce qui me dérange dans le mot, l'expression dialogue tel qu'on en parle maintenant, c'est que le monde entier et la plupart des Congolais aujourd'hui semblent nous dire, écoutez, vu la situation, on est obligé de se plier, alors négocions, donnons au prix de... Payons la facture, qu'elle soit salée ou pas, quitte à préserver quelques... Mais en tout cas, c'est la position de beaucoup d'États à travers le monde. Non, mais vous ne répétez que ce que je dis. Et vous êtes resté sur les États. Moi, je parle et certains ou plusieurs de Congolais. Henri Tshimbalanga est revenu sur quelques faits d'histoire qui, pour moi, sont les prémices de ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes un État à vocation de puissance comme la RDC, la première des priorités doit être la sécurité et la défense nationale. On a eu la chance d'avoir un président tout puissant qui jouait le rôle de la sentinelle au niveau de la sous-région pour la politique américaine. Je parle de Joseph Désiré Mobutu. Avant, peut-être on ne comprenait pas comment il arrivait à résoudre ce problème, mais c'est justement au nom de ça qu'il est arrivé à cette position-là. Mais la question c'est comment a-t-il quitté le pouvoir? Donc, on a fait de l'État, en fait de l'espace géographique, un butin pour préserver le pouvoir. C'est ça notre plus grand problème. Mobutu s'est servi de ce qui devrait revenir à chaque Congolais pour pouvoir payer sa facture au niveau de colons, au niveau des multinationales, pour asseoir son pouvoir. Le jour où il n'avait plus rien à donner, il a été chassé comme un malpropre. Les mêmes partenaires qui déroulaient le tapis rouge pour lui, à la Maison-Blanche, à l'Élysée, ont envoyé un petit ambassadeur pour lui annoncer la rupture. Si on reste dans votre raisonnement. Non, laisse-moi finir. Ce qu'il dit est important. Laisse-moi finir. Qu'est-ce qui arrive après? Les mêmes personnes se disent, écoutez, bon, Mobutu est parti, il faut trouver quelqu'un. On trouve Mzee Laurent Désiré Kabila pour faire ce travail-là. Il arrive au pouvoir, il se rend compte que Mobutu est parti, mais le schéma est resté le même. Parce que j'arriverai au pouvoir pour servir de lit pour l'enrichissement et l'économie mondiale, sauf pour l'intérêt de la RDC. Une fois sur place, se rendant compte de la supercherie, il dit, niet, je ne continue pas. Il décide d'aller à contre-courant. Nous connaissons le sort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais encore, Dan, lui qui est venu par ce pouvoir-là, lui qui était l'ami, le proche, lui qui était l'allié de Rwanda, vous savez, qu'est-ce qu'il dira sur cette guerre? Mzee est un homme de caverne, quelqu'un qui maîtrisait les approches militaires. Mais il dit, cette bataille sera longue et populaire.
la question, on ne s'est jamais posé la question, pourquoi a-t-il dit ça? Et il s'est mis, tout au long de son histoire avant sa mort, de donner des réponses à chaque questionnement, à chaque préalable qu'il aurait posé. Pourquoi populaire? Vous n'a-t-il pas évoqué ici que même lui-même était surpris que dans la dynamique, quand faisait la répartition de choses, de gens, des délégués qu'on lui envoyait, prétendant être de Congolais, se sont avérés être des étrangers. Lui-même, en tant que chef d'État, était étonné que, quand j'ai dit aux Rwandais de partir, j'étais étonné que tel était l'autre parti. Je me suis dit, ah bon, ils étaient Rwandais alors? Donc on sont coincés? Non, laissez-moi finir, vous avez posé une question. Je vais historiquement pour qu'on comprenne d'où provient le problème. On élimine Mouzé, un peu comme on a chassé Joseph Désiré Mobutu. On cherche Joseph Kabila, jeune qu'il était, il doit répondre de ses maîtres. Il va signer des accords. C'est ça la faiblesse. Quand vous parlez de la responsabilité, c'est que on est arrivé à un moment où on subit le dictat. Parce qu'en politique, ce par quoi on acquiert le pouvoir, c'est ce par quoi on le conserve. Ce que vous appelez faiblesse, lui il dit négocier. Il faut céder quelque chose. Non, mais je vais arriver à la question, s'il faut concéder. C'est-à-dire qu'il était obligé de maintenir son pouvoir. Au fur et à mesure, il a commencé à avoir des discordes. Pourquoi? Ce sursaut patriotique, un peu comme son père ou son prédécesseur avant, commençait à revenir. Il dit, écoutez, pour des raisons de développement, c'est vrai, je vous ai accordé des choses, mais je pense que pour le développement en interne, il faut que je m'ouvre à la multilatéralité. Il ose aller vers la Chine, c'est le désamour total. Il revient, mais plus grave. J'aime pas revenir sur cet élément parce que c'est un élément qui fait mal, mais on a obtenu des paix factices jusqu'au point où on est allé signer des accords qui font sursauter les médiateurs. Des accords au point où les médiateurs posent la question, êtes-vous sûr de signer de tels accords? En fait, en gros, depuis toujours, on a continué à hypothéquer la richesse de la République et notre souveraineté. Pour maintenir de pouvoir, ce n'est pas pour sauver la République. Je dis, vous savez, je vais dire à notre population de Goma, est-ce qu'on peut compter combien de fois on a eu des accords de paix? Mais est-ce qu'on peut compter combien de fois on a eu d'accalmie où on n'a pas enregistré de pertes en vies humaines? Si quelqu'un vient nous servir la limite du genre, des histoires du genre, négocier, c'est du fatalisme. Et malheureusement, c'est ça le problème qu'on a. C'est pourquoi je pense qu'il faut changer cette classe politique. On est arrivé à un moment où, Dan, l'ensemble de la classe politique a accepté que nous ne sommes pas un État émancipé et que nous devrons continuellement servir ce dessin-là. Et vous savez comment on le cache? Avec des faits, des raisons. Du genre, préservons l'acquis, la vie de gens. Je vais chuter par un élément essentiel. Je crois que heureusement que j'ai un avocat à côté. Vous savez, là où on est en train d'aller, c'est quoi? Parce que depuis toujours, on s'est rendu compte dans l'histoire, les Occidentaux avaient l'habitude de signer avec des gens qu'ils mettaient au pouvoir. Ils se sont dit, bon, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a changement d'ordre politique, il faut revoir les accords, il faut revoir les choses. Maintenant, on va changer de stratégie. Ils vont aller dans ce qui est assimilé en droit des affaires à ce qu'on appelle le voile corporate. On quitte l'approche individuelle, on engage l'ensemble de la classe politique. C'est-à-dire, on va lier des générations politiques sur des accords, ce qui fera que tout celui qui viendra après. Parce que si on arrive à ces niveaux-là, ça veut dire que ces gens-là vont reprendre du poil de la bête. Oui. Non, mais attendez, ils vont reprendre le contrôle de la gestion de la République, ils vont nous désigner des gens qui vont arriver après, mais chacun saura de quoi se tenir. D'accord. Donc, vous voulez nous faire comprendre qu'aujourd'hui, et bon dirigeant, Merci. c'est lui qui décide de prendre les richesses de la République, données juste pour rester au pouvoir. Merci beaucoup. Si c'est ça être bon, vous savez, j'aurais bien aimé, les gens me disent, non mais écoutez, il faut être réaliste. C'est quoi le réalisme, Dan? Dans tout ce que vous dites, la conclusion c'est que le gouvernement devrait se préparer à lutter contre cette domination extérieure. C'est ce que je dis, mais permet quand même de dire aussi une faiblesse de la part du chef de l'État. Il a eu ce courage de dire non, on va changer de paradigme. On a longtemps négocié comme ça, sans avoir la paix dont on cherche, pour des raisons faits. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte de l'ampleur du complot. D'accord. Vous avez posé tout à l'heure une question essentielle. Vous savez, en fait, le mérite, le plus grand mérite que moi je lui donne. Parce que je ne sais peut-être pas de Mobutu, je n'ai pas exactement des chiffres, mais après, aucun autre chef de l'État n'a mis autant de moyens dans l'armée que le président Tshisekedi. Que lui. Merci Maintenant, le beaucoup. problème, c'est que le problème n'est pas d'injecter les moyens, le problème, c'est ça sert à quoi, comment on l'oriente pour avoir les résultats. Merci Et à beaucoup. ce niveau-là, c'est là où je dis qu'il n'a pas pris la mesure du problème en interne, surtout que l'un des plus grands leviers, l'un des plus grands problèmes de cette Merci guerre, beaucoup. c'est le Congolais, surtout l'homme politique.
Merci, merci beaucoup. On est en train d'aller rapidement vers la fin de l'émission parce qu'elle doit être diffusée tout à l'heure. Hein. Voilà, on a commencé avec un certain retard. Alors, Maître Mpinda. Vous me dites, c'est vous qui avez causé ce retard. Je m'en excuse. Je m'en excuse en tout cas. C'était juste pour vous poser la question, Maître Mpinda. Dans quelle proportion placez-vous la responsabilité du président Tshisekedi dans cette situation? Majeur ou mineur? Non, non, le président Tshisekedi a une responsabilité majeure en tant que garant de la nation, en tant que les détenteurs de la vision de là où il veut nous amener. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce que mon ami Diana a essayé de répondre à ce qui avait été lancé, mais pas de manière assez claire. Notre ami a évoqué un point. Il dit, Mobutu, il cède le droit de ne pas installer une usine de raffinerie ici en RD Congo. Au profit de la Belgique. Au profit de la Belgique. Ok? Donc c'est parce que, lui l'a dit, il l'a évoqué pour dire que Mobutu avait négocié pour arriver à avoir... s'il vous plaît, laissez-moi évoluer, pour avoir 1500 militaires en provenance du Maroc et que les États-Unis avaient payé. Et aujourd'hui, ce qu'on nous demande est clair. C'est-à-dire qu'il faut céder la partie Est de la République. Par voie de conséquence, j'ai dit, notre ami Henri voudrait que, Henri Tchimbalanga voudrait que le président Tshisekedi cède la partie Est de la République. C'est pas ce que j'ai dit. Pour recouvrer la paix. Nous allons recouvrer la paix avec quoi même? C'est ça la revendication du M23. Ou que vous voulez, parce que le M23 revendique que le président Tshisekedi démissionne, quelqu'un qui a été élu je vais expliquer ce que je voudrais dire. Terminez-vous. Je ne vous ai pas interrompu lorsque vous parliez. Quelqu'un qui a été légitimement élu, qu'il démissionne tel qu'on le lui demande. Je pense qu'à un moment donné, nous devons changer d'approche. Nous devons avoir cette approche républicaine, de manière à nous rappeler qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Je vous ai évoqué un fait ici, je veux revenir encore là-dessus. Pour faire 20 ans au pouvoir, Joseph Kabila a beaucoup cédé. Mais nous, population, qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous l'avons laissé faire. Et aujourd'hui, c'est nous qui subissons les conséquences. Nous l'avons dit. De manière claire, il y a eu des accords qui ont été signés. Et ce que nous vivons ici, c'est le refus par le président Tshisekedi. L'UDPS a pris part à ces accords. Lequel? Les accords organisés par l'ancien pouvoir. Non, non, lesquels? Lesquels accords? Accord de transition, accord de Sun City, l'UDPS était là. Vous êtes sûr que l'accord de Sun City, l'accord global et inclusif, reprenait le fait d'accorder un couloir militaire? Non, et l'UDPS était aux accords de Sun City. L'UDPS était à Sun City pour signer l'accord global et inclusif. Bien sûr. Et lorsque vous lisez l'accord global et inclusif, parmi les exigences dont l'UDPS avait souscrit, était que l'on puisse recenser et identifier les Congolais avant mixage et brassage. Parce que l'UDPS était prévoyant. L'UDPS avait anticipé. Joseph Kabila, président de la République, ok, a-t-il respecté ses prérequis? Et donc, j'en déduis que vous dites que Joseph Kabila ne les a pas respectés. Un autre élément qui démontre comment Joseph Kabila a accompagné la déstabilisation de la République. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous ne faisons pas la guerre directement? C'est tout simplement parce qu'on ne peut pas faire la guerre avec une armée aussi infiltrée que la nôtre. D'où vient cette infiltration? Mais c'est clair, mixage et brassage. Et aujourd'hui, on voudrait, notre ami Henri Tchimbalanga, voudrait que l'on reprenne les mêmes habitudes. C'est-à-dire que nous puissions répondre aux revendications du M23. En d'autres termes, il veut que l'on puisse mixer et brasser. Regardez par vous-même, nous avons 4 langues nationales qui sont reconnues en République démocratique du Congo. D'où vous vient, les autres sont considérés comme étant des dialectes. On va pas aller dans les détails, Maître Non, Mpinda. non, 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 il faut aller dans les détails. Parce que... Non, 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 s'il vous plaît. Oui. Il faut aller dans les détails.
il faut nécessairement et obligatoirement aller dans les détails. Quel est l'intérêt? Pardon? Mixage, brassage. Non, on continue. Non, mais c'est dans cette optique-là où il faut se le dire. Les Kinyarwanda est parlé en République démocratique du Congo selon ce qu'on voudrait nous dire. On voudrait nous dire que c'est une des langues nationales. Mais c'est repris où? Dans quel texte de la République? Parce que les 4 langues nationales que nous avons, c'est les Lingala, c'est les Swahili, c'est les Chiluba et c'est les Kikongo. Oui, mais il y a des, des dialectes qui existent. Des dialectes. Il y en a plein. Non, mais il y a beaucoup de dialectes. Il y en a tout plein, ouais. Chez moi, le Louloua, c'est ma dialecte. Il y en a plein. Mais depuis quand le Kinyarwanda est devenu une langue nationale? Nous allons aller discuter, nous allons négocier, nous allons céder, d'accepter l'inacceptable selon la logique de mon ami Henri. Pour quelle finalité? Est-ce pour que Tshisekedi se maintienne au pouvoir ou que pour garantir à la République une paix durable? Merci beaucoup, Maître Mpinda. En tout cas, on doit partir, on doit finir vite parce qu'on a vraiment débordé. Il faut que cette émission parte d'ici là. Monsieur Henri, pendant 2 minutes, juste 2 minutes. Ouais. Est-ce que l'initiative de Senko SSC peut-elle être une solution? Mais d'abord, je n'ai pas dit ce que Maître Mpinda est en train de me faire dire ici. Simplement parce que j'étais en train de faire voir que Mobutu gagnait par, il arrivait à obtenir des alliés plus ou moins objectifs. Mais j'ai relevé le fait que le président Tshisekedi, malheureusement, n'a eu que des alliés que lui-même a même vantés, jusqu'à donner à Kagame tout l'or de Sakima pour une raffinerie qui ne coûterait que 5 millions de dollars. Et à Museveni, on connaît ce qui se passe en Ituri. Il exploite notre or sans payer la taxe. Ce sont ces alliés que lui-même a qualifiés des gens crédibles. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Ce ne sont pas les décisions de ses prédécesseurs. Ce sont ses propres décisions qui participent à ce que nous vivons en ce moment ici. Le dialogue... SSC Senko, bon... D'abord, lui-même, le cardinal, venait de déclarer qu'en écoutant les uns et les autres et en voyant Bunia et les autres territoires, il déclare que le plan de la balkanisation, il y a ce plan-là. Ça voudrait dire qu'il faudrait que le Congolais aille au-delà de la considération pour essayer de voir maintenant en face, non pas voir Félix Tshisekedi, mais plutôt voir l'avenir de la nation. Parce qu'en voyant Félix Tshisekedi, certains diront « Ah non, on ne peut pas défendre le régime ». Mais pourtant, il est question de ne pas défendre le régime, mais plutôt l'existentialité de la nation, parce que ce n'est pas une première. Merci beaucoup, monsieur Alexis Balanga. Monsieur Madiana, pardon, 2 minutes, hein, s'il vous plaît, 2 minutes pour finir. On a débordé. Dialogue SSC Senko, est-ce que ça peut porter des fruits dans le contexte actuel? Difficilement, j'ai du mal à utiliser l'expression dialogue dans la démarche des prêtres. Bon, je pense que les consultations. Les consultations de prêtres. Au départ, je me disais que c'était un agenda national, question de pouvoir concilier l'opposition, mais au regard de ce qui s'est fait, je crois même le chef de l'État, en voulant joindre l'Église de Réveil à cette démarche, a compris que cet agenda-là a dépassé l'agenda national et que ces derniers sont allés un peu plus loin. Moi, j'ai pas de problème, c'est comme je dis, j'interroge la finalité, mais je pense que le prêtre sont également dans ce que moi je trouve de l'auto-sabotage. Ça veut dire que l'idée de nous dire, on est assez faible, on n'est pas capable de défendre nos terres, acceptons de négocier, faisons de compromis, et puis voilà, on va passer à autre chose, quitte à stopper des morts momentanément pour un temps, parce que je ne suis pas sûr que les accords permettra au Rwanda de faire évoluer sa situation. Ça veut dire qu'il faudra qu'on accepte cette occupation-là. Au nom de quoi, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a lieu. Vous savez, il y a lieu de sauver la République. Vous m'avez donné 2 minutes, je suis à 1 minute 5 secondes. Il y a lieu de sauver la République. Et je pense que pour sauver la République, il faut un sursaut patriotique. C'est cet état des politiques conservateurs, de fétistes. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Merci beaucoup, monsieur Mike Gardidiana. Maître Mpinda, 2 minutes. Consultation et c'est 5 ans. Donnez-vous une chance à cette initiative. Pas le monde du monde. Pourquoi?
pour la simple raison que je pars du principe qu'il faut respecter le droit international et aussi il faut faire respecter les lois de la République. Je me pose la question de savoir, autour d'une table, en hangar, disons AFC M23, au finish, on leur accorde les immunités. Parce qu'ils vont le demander pour ne pas être poursuivis. Le dialogue aura, entre autres, cette finalité-là. Mais que faisons-nous de 8000 morts que nous connaissons présentement? Que faisons-nous de 100 millions de morts d'avant? C'est-à-dire qu'en acceptant d'aller au dialogue, ça serait accorder l'impunité. Et demain et après-demain, je viendrai voir mon ami Tchimbalanga, j'ai dit, je vois mon ami à côté, j'ai dit, ben, écoutez, nous avons fait beaucoup de bruit pour le pouvoir en place et que ce pouvoir ne nous a pas donné de fonction, eh bien, prenons-les armes. Parce que c'est la solution qui restera. Et cette solution, nous allons tuer encore nos compatriotes pour éventuellement accéder à la gestion de la chose. Voilà pourquoi j'ai dit non, et je continuerai de le dire, peu importe, même si l'AFC arrivait ici sur Kinshasa, je pense que nous serons ou que je serai parmi les premières personnes à abattre. Oh, c'est très fort ça. Ben oui, je maintiendrai ma position telle qu'elle. Maître Richard Mpinda, cadre UDPS Tshisekedi, M. Marc Gardidiana, journaliste et analyste des questions d'actualité. Et excusez-moi, ce qui n'est pas croyable, lorsque nous sommes sortis dans la rue, on nous a imputé de propos tels que nous avions incité les gens à aller casser ça et là, ainsi de suite, tout ça. Curieusement, certains du parti sont allés même dans la logique de me voir être poursuivi pour de faits dont ils sont dans l'incapacité de pouvoir, comment dire, prouver. Maître Richard Pinda qui plaide également. Je remercie tous ceux qui ont pris le boycott des produits français à Kinshasa. Ben oui, ouais. En fait, j'étais dans cette logique-là lorsque je disais qu'il faut une implication de la population. C'est-à-dire que j'ai fait un petit calcul, laissez-moi y aller tel quel, juste ça me prendra quelques 30 secondes seulement. Je disais que nous sommes à 120 millions, estimés à 120 millions de population. Lorsque vous faites une semaine, ça fait 7 jours, multiplié par l'échantillon de 20 personnes, si un Congolais consomme au moins $1, ok, ça nous fera 140 millions que nous, Congolais, nous faisons entrer dans le trésor public français. Lorsque vous le faites 140 millions de dollars multiplié par 30, ça vous fait 420 millions de dollars. Fois 12, ça vous fait 5 milliards 40 millions de dollars. Et la France, il prend 20 millions de dollars qu'elle donne aux rebelles, qu'elle donne au Rwanda, et le Rwanda alimente son armée. Et donc, je pense que si nous pouvons arrêter de consommer tout ce qui est congolais et tout ce qui est français, ça permettra à ce que cette guerre qui est économique reçoive aussi une réponse économique de par la population. Voilà. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Mpinda, pardon, cadre UDPS Tshisekedi, M. Mike Gardidiana, journaliste et analyste des questions d'actualité. M. Henri Tchimbalanga, journaliste également, analyste des questions d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt.